est-ce qu'il faut partir de France? Est-ce que c'est foutu? Et voilà, et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Alors, je sais que. Alors, je vais vous montrer juste le sondage, parce que j'ai fait un sondage sur la chaîne pour savoir ce que les gens en pensaient. Et en fait, les gens comprennent. C'est-à-dire, fuir la France pour échapper à l'impôt, est-ce que c'est une trahison ou est-ce que c'est du bon sens? Alors, ouais, c'est que ta chaîne est bien éduquée, hein, parce que la plupart des gens disent pas ça. Bah oui, non, mais j'ai été très surpris. Et 86% des gens, il y a quand même 4800 votants, donc c'est pas nul. Et 86% disent non, mais c'est normal. Voilà, tu deviens un institut de sondage. Il faut partir. Et je sais que Mathieu et Sylvain, vous avez annoncé publiquement que vous pensiez très sérieusement partir. Peut-être l'avez-vous fait déjà. Moi, je suis parti. Moi, je repars là, je repars dans 2 mois. et donc, la question, c'est quelle est votre position là-dessus, quoi, aux uns et aux autres? Est-ce que vous pensez qu'il faut partir? Est-ce que vous pensez que non, il y a une solution, ça va se régler et tant pis, il faut faire le dos rond? Quelle est votre position là-dessus, vous? Juste une précision avant de répondre. Ça rejoint en fait ce que je disais précédemment sur choix de société, etc. Il y a un livre de Friedrich Hayek, Chemin de la servitude, et il parle de l'arrogance fatale. Et en fait, on est tombé dans un système où on a décidé qu'on savait mieux que les autres, on a imposé notre point de vue. Et c'est pour ça qu'on se trouve ici. C'est que forcément, plus tu donnes du pouvoir aux gens, plus tu dis, ben moi, je sais ce qui est bon pour les autres. Et on nous dit, ben vous savez pas ce qui est bon pour vous. Donc moi, on dit, vous êtes débiles, vous savez pas ce qui est bon pour vous, donc votez pour moi. Donc c'est-à-dire des débiles votent pour le mec qui est encore plus débile, pour leur dire ce qui est bon pour eux. Donc tu dis, mais c'est un monde, on marche sur la tête. Et pour te répondre, toutes les personnes qui disent trahison, ben moi j'ai envie de te dire, si moi je te mets un pistolet dans la tempe et je te dis, si tu me donnes pas ton fric, bon, allez, je vais pas te tirer dessus, mais je te fous en prison, tu me trahis dans ce cas-là? Non, bah faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire, retournons le problème. On est tombé dans un système de lobotomisation. On les a lobotomisés, les gens, et ils se retrouvent dans un truc à dire l'État, c'est nous, c'est de la trahison. Si tu pars, tu fuis ta famille. Mais non! Je fuis le mec qui a envie de me mettre une balle dans la tête ou de me foutre en prison parce que je lui ai pas payé son train de vie. Non, j'accepte pas. Ce modèle social, je ne l'accepte pas, je me casse. Et c'est justement, les gens devraient être libres de choisir. Là, vraiment, oui, là, c'est un choix de société. Je choisis l'endroit qui correspond le mieux à ce qui me permettra de mener à bien mon projet de vie, tout simplement. Si la France ne correspond pas, ça n'enlève pas le fait que, bien sûr, on a pu profiter de certains avantages, etc. Attention, ça, j'enlève pas. Je pense qu'on y a contribué également. Tous les 4, je pense qu'on y a contribué. Mais au bout d'un moment, on dit stop. Et qu'on veuille partir, c'est tout sauf de la trahison. Bah, toi, François-Xavier, tu es en Suisse, c'est ça? Non, je suis à Malte. Tu es à Malte. Et toi, Mathieu, tu veux partir où? Bah là, on va repartir en Corée du Sud. On était en Corée du Sud et après, on ira en Thaïlande et à Dubaï. Okay. Je vais bouger. Voilà. Et vous, Nicolas, vous restez en France? Alors, tu peux dire on va simplifier la vie. Et... Je t'ai vieilli, c'est ça? Ouais, un peu. Merci de le préciser. Après, je suis en France. La question, forcément, se pose régulièrement. Ouais. Très clairement. Mais après, il y a une vraie question sur, tout en restant ici, peut-on quand même faire acte de résilience, notamment résilience monétaire, résilience bancaire, résilience financière, en commençant à planter des drapeaux ailleurs, la fameuse théorie des 5 drapeaux. Avec les fintech maintenant, c'est vrai qu'on peut... Alors, je parle même pas de fiscalité, hein. Je parle vraiment de résilience monétaire bancaire. On peut aller ouvrir un compte en Suisse, libellé en francs suisses, donc on va sortir de la zone euro, 2 de l'euro, très facilement. Enfin, n'importe qui peut le faire très facilement. On peut aller acheter légalement de l'or en Suisse, en Belgique, à Singapour ou ailleurs, ou à Londres, très facilement, de l'or physique. Donc ça fait partie aussi, je pense, de la réflexion, au-delà du fait de prendre ses clics et ses claques et parier au tout le monde. Moi, je pense que pour répondre à la question de François-Xavier, c'est une question de...
j'avais fait une vidéo là, avec des amis, on était à Maurice. C'est une question de philosophie, c'est-à-dire que comme Mathieu l'a un petit peu dit aussi dans son intervention juste avant, on finance en fait des gens qui ne nous aiment pas. C'est-à-dire qu'on va travailler 6 mois sur 12 dans l'année pour financer un système qui, in fine, nous crache à la gueule. 8 même, Aujourd'hui, je quand crois, vous êtes 8. chef d'entreprise, quand vous êtes, entrepreneur en France, bah, il faut dire les choses. Vous payez pour tout le monde, en fait. Vous payez pour le mec au RSA qui vient, entre guillemets, «vous cambrioler» quand vous êtes en vacances ou qui vient vous faire chier quand vous êtes dans la rue. Vous payez pour les retraités qui, en fait, en ont rien à foutre de vous. Ils vous vendent leur résidence principale x4 et que vous allez vous saigner sur 25 ans à payer pour avoir un misérable pavillon en banlieue que vous aurez payé 4 fois son prix. Et en plus de ça, si vous êtes malade ou si votre entreprise fait faillite, parce que quand vous êtes chef d'entreprise, c'est marrant, hein, vous avez des cotisations extrêmement élevées, mais vous n'avez pas le droit au chômage. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si demain, vous avez une entreprise qui fait faillite, en fait, c'est le RSA. Voilà, c'est le seul truc auquel vous avez le droit. Et encore, ils sont gentils, hein. Donc, Il y a des je conditions peux pour le comprendre que les RSA. gens en ont marre, en fait, de travailler dans des systèmes où, en fait, ils payent pour tout le monde sauf pour eux, sachant qu'aujourd'hui, et c'est aussi un sujet de discussion qu'on peut avoir ensemble, hein, c'est un vrai sujet de discussion intéressant, c'est qu'il existe, à mon sens, des sociétés qui sont, entre guillemets, faites pour gagner de l'argent et entreprendre, et des sociétés qui sont faites pour vivre à la retraite ou pour ne rien faire. Et en fait, en gros, hein, c'est les sociétés de droit anglo-saxon qui sont très pro-innovation et pro-business. Et on va dire les sociétés du code civil, un peu comme en France, où on est je demande à l'État l'autorisation de tout faire. Donc, c'est des sociétés qui sont très bien quand on est déjà riche. Ok, si on est déjà riche, on est héritier, on est issu de l'aristocratie européenne, c'est très bien. En fait, on a déjà la richesse qui a été créée il y a 3-4 siècles auparavant. On bénéficie de barrières à l'entrée réglementaires énormes. Il y a des lois dans tous les sens. Il faut demander l'autorisation du préfet de ceci, cela avant de bouger un doigt. Sauf que quand tu es quelqu'un qui est très bien nanti et que tu as un bon réseau, parce que ça fait 3-4 siècles que tu es riche, le préfet, tu le connais, tu vas peut-être jouer au golf avec lui, un coup de fil, merci, au revoir, tu as l'autorisation. Donc ça, c'est des sociétés en France, par exemple, c'est des sociétés qui sont faites pour des gens qui sont soit déjà riches, soit qui font rien. D'accord? Si vous êtes au milieu, c'est le cas un petit peu de tout le monde, hein, si vous n'avez pas 50 millions de patrimoine, mais vous n'avez pas non plus 5 000 euros, vous êtes au milieu, bah, c'est pas fait pour vous. Parce que vous allez ce que j'appelle pédaler dans le vide. D'accord? Vous allez toute votre vie travailler dans le vide. Et vous allez vous retrouver à 50, 60 ans avec un petit quelque chose. Vous aurez mis une vie de souffrance à l'avoir accumulé. Mais voilà, vous aurez potentiellement quelque chose à la fin. C'est pas intéressant. D'accord? Et il faut pas oublier que les entrepreneurs aujourd'hui, qui ont les moyens en fait, qui ont certains moyens financiers, qui ont 50, 60 ans aujourd'hui, à l'époque où ils ont entrepris, les conditions financières, elles étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ils se faisaient pas taxer autant. Sinon, ces mecs-là qui sont intelligents, ils se seraient barrés quand ils avaient 20 ans. Ils avaient les mêmes cartes à jouer que nous, ils ne seraient pas restés. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. On ne vit pas dans le passé, on vit dans le présent. Les cotisations d'aujourd'hui qu'on paye, c'est pas les cotisations que nos aînés payaient il y a 30, 40 ans. D'accord? Donc, il faut réfléchir intelligemment si vous voulez le faire, bien évidemment. Si vous ne voulez pas le faire, je suis pas là pour juger vos projets de vie, vous faites ce que vous voulez. Mais comprenez que si vous êtes classe moyenne et que vous cherchez à travailler pour créer quelque chose pour votre famille, il faut plutôt aller dans des modèles anglo-saxons. Alors, il faut être bien évidemment responsable. Hein. Vous allez gagner 7 000 euros par mois au lieu de 2 500. Bah, allez pas tout claquer au restaurant et dans des hôtels, d'accord? Il faut commencer à mettre de l'argent de côté tout seul parce que personne ne le fera pour vous. Mais enfin, si vous avez un minimum de planification, ça devrait pas être pire en tout cas que ce que vous connaissez actuellement. Le problème Nicolas, des tu voulais dire? prélèvements, ouais, je voulais dire quelque chose parce qu'il y a aussi le sujet des prélèvements obligatoires, du fait que ce soit systématiquement obligatoire. Quand vous voyez quand même que, même pour une complémentaire par définition, ça devrait être facultative. À mon initiative, enfin quand même, les Français sont, on est raisonnable, on est doué de raison, c'est ça que je veux dire. Donc on est capable de choisir son propre contrat, de dire aussi j'en veux pas, je me limite au ticket hospitalier parce que c'est pas mal le ticket hospitalier, c'est-à-dire je me fais ma propre assurance sur l'ensemble des dépenses, mais par contre s'il m'arrive un truc grave et très coûteux, par exemple des nuits en réanimation parce que ça coûte très cher, eh bien j'ai le ticket hospitalier, ça coûte quelques euros par mois, tout ça, ça n'existe pas. On devrait avoir ce choix-là, même pour ce qui s'appelle une complémentaire. En réalité, non, c'est fini puisque maintenant la complémentaire est imposée, hein, avec le contrat de travail. Donc c'est une sorte de... Voilà, on nous impose un modèle, Sylvain, on nous impose un modèle et c'est bien là le fond de la discussion, c'est qu'on nous impose ce modèle. On nous impose un modèle pour la complémentaire, on nous impose un modèle pour l'assurance santé de base, donc la sécurité sociale.
pas le choix. On nous impose un modèle pour la retraite. On pourrait avoir le choix aussi. Ah, je choisis un modèle par répartition, je choisis un modèle par capitalisation. Non, rien du tout. Vous pouvez, évidemment, il est sage d'ailleurs, en plus d'être champion du monde. Ah oui, j'ai oublié le 4e cours au collège, la 4e remise de copie, qui est la pression fiscale. Et évidemment, alors là, c'est simple, on est champion du monde. Je sors de la zone euro, on est champion de l'OCDE, donc c'est tout collège confondu. On est les premiers à être cités. Je rappelle que les copies sont triées du plus mauvais élève au meilleur élève. Au cas où quelqu'un vienne nous rejoindre en pensant que la France serait Juste la pour rappel. première. Et donc, c'est bien le fait d'imposer le modèle, qui fait qu'on se pose cette question, je me casse ou pas? Juste pour précision, pour rappel, et je rejoins totalement ce que disait Sylvain sur le type de société, l'effondrement de l'Empire romain, c'est en grande partie pain et cirque. Hein. C'est quand on arrive dans un système de société où on est, pour ainsi dire, rempli de branleurs, et que on est basé sur l'assistanat, forcément ça s'effondre. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont travailler C'est un calcul, et je parlais de ça tout à l'heure sur le coût d'opportunité, c'est un calcul qui est tout simple. Je travaille, je me lève, un truc comme ça pour 2000 balles, sachant que pour rappel, riche en France, les 10% les plus riches, c'est 2900 €, donc ça montre bien comment on est tombé bien bas. Je vais devoir avoir des dépenses, me déplacer, avoir des relations sociales qui se passent pas toujours bien, parce qu'on est des humains, et l'humain, c'est pas toujours simple. Et un patron qui va potentiellement m'emmerder, si je suis salarié, pour 2000 balles, 2500 balles. Et à côté de ça, je reste à la maison, je fais des enfants, je suis assisté, je reçois mes prestations, je me fais 1500 balles. Le calcul, il est vite fait. Hein. Je suis tranquille à la maison, j'ai rien à faire. Le calcul, il est vite fait. Et donc, c'est ce qui se passait aussi à la fin de l'Empire romain. Qu'est-ce que les gens avaient à faire, à aller labourer la terre et à aller faire de l'agriculture et autres, sachant que de toute façon, ils allaient dans la ville, et puis il y avait du pain, il y avait du cirque, on s'amusait, et c'était cool. Donc plus personne ne produit après. Donc d'où l'inflation, et en plus de, après, effectivement, l'inflation monétaire et tout ce qui s'est passé à côté. Mais ça a été en tout cas un élément qui a contribué à la chute de l'Empire romain. Alors, il y a un terme intéressant que je viens de retrouver, la définition du servage. État de dépendance d'une personne à l'égard d'un maître et de la terre sur laquelle elle travaille. Est-ce que ça ne vous rappelle pas la condition de quelqu'un? Si vous travaillez en France, si vous êtes chef d'entreprise en France, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un serf du Moyen-Âge? Parce que je vous rappelle que quand vous gagnez 100 € en France, avec votre petite SARL, PME, vous donnez les 20 balles de TVA et les 15 €, il reste 85. Vous voulez vous verser un salaire, 45% d'URSSAF, ensuite impôt sur le revenu, ensuite impôt sur les sociétés, ensuite TVA. Bon, est-ce qu'on n'est pas dans un état de dépendance d'une personne à l'égard d'un maître? Ça, c'est pour les gens qui vivent des aides sociales et de la terre sur laquelle elles travaillent. Sylvain, c'est vrai pour les indépendants, c'est vrai aussi pour les salariés, sauf qu'ils en ont beaucoup moins conscience. Donc j'invite à toutes les personnes salariées à prendre leur bulletin de salaire, à regarder non pas le brut, mais le coût salarié. Le super brut, ouais. Voilà, le super brut, coût salarié, ce qu'il coûte réellement à l'employeur, et de faire la comparaison avec le net versé après prélèvement à la source. Obligatoire. Encore net versé, et ensuite en soustrayant l'impôt sur le revenu. Et là, c'est pour ça que je vais au net directement, et donc c'est bien les deux montants qu'il faut comparer. Et donc entre les deux, c'est là où on passe de l'assistanat peut-être au servage. Entre les deux, quel choix j'ai, quel levier, quel arbitrage je peux faire sur ce bulletin de salaire, ou si, tiens, on a perdu ça, quel arbitrage je peux faire sur ce bulletin de salaire? Zéro, les gars. Si, allez, les tickets restaurants, je peux y renoncer. La complémentaire, pas toujours. Il faut que je sois couvert par un conjoint, ou etc. Donc, pas dans tous les cas. Et en fait, qu'est-ce que vous voulez? On vient avec un truc déjà prêt. Moi, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, on ne nous impose pas aussi une assurance multirisque habitation, parce qu'on a tous une habitation, une assurance bagnole aussi dans le bulletin de salaire. Pourquoi pas? Allons-y. On peut y aller gaiement.